Vous êtes sur le point d'écouter une mini-disto tirée du journal d'enquête d'Émile et Sébastien. Bonsoir, chers distordus, c'est Seb. C'est la première mini-disto de mon côté. Je vous rappelle ce qu'est une mini-disto. Ce sont des ajouts à nos épisodes réguliers qui seront diffusés à différents moments non ponctuels dans l'année. C'est notre journal d'enquête, des histoires plus courtes, des réflexions, des retours sur des cas que l'on a couverts, etc., etc. Le cas d'aujourd'hui, c'est une histoire que nous avions en banque depuis quelques temps. Elle nous a aussi été suggérée à plusieurs reprises dans la dernière année et elle cadre parfaitement avec le format mini-disto. C'est une histoire de meurtriers en série très barbares dont des séquences de leurs actes horribles se sont retrouvées sur le web. Je me lance. L'histoire s'intitule « Les maniaques d'Ukraine ». Hey, salut tout le monde, ici Émile qui fait le montage du mini-disto de Seb. Je tiens à vous préciser que l'épisode d'aujourd'hui est particulièrement explicite. Donc, si vous travaillez dans un restaurant familial et que vous écoutez Distorsion avec tout le staff, eh bien, c'est peut-être pas l'épisode idéal. Le 4 décembre 2008, une vidéo particulièrement violente et troublante fait son apparition sur un site américain spécialisé en snuff movies. Qu'est-ce qu'un snuff movies? S-N-U-F-F? En fait, c'est une captation vidéo où il y a des gens qui sont torturés, assassinés, mutilés ou même violés à la caméra. Et ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas des acteurs, ce ne sont que des victimes. Et il y aurait même, ça a l'air, un marché assez lucratif pour ça. Le problème avec les films de ce genre, on se demande toujours si c'est vrai ou non, en fait. Surtout que plusieurs réalisateurs se sont spécialisés dans le genre au fil des années. On en revient à notre fameuse vidéo qui a été déposée sur le site. Elle se nomme « Three Guys and One Hammer », donc 3 gars et un marteau. Elle dure environ 7 minutes, sans entrer dans les détails complets, car c'est vraiment horrible et surtout dégueulasse. Au départ, moi-même, je voulais pas la voir, c'est le genre d'image qui me hante pendant plusieurs jours. Mais bon, je lui ai jeté quand même un coup d'œil assez rapide pour les besoins de la cause. On y voit un homme, la vidéo commence assez rapidement, il n'y a pas de mise en contexte. On y voit un homme allongé par terre dans un champ. Après ça, il y a un autre jeune homme qui s'approche de lui, commence à le torturer de multiples façons pendant de longues minutes. Et en particulier avec un marteau, bien entendu. Il y a aussi, bien sûr, quelqu'un qui les filme. On les entend même parfois rigoler. Au premier abord, les internautes se demandent si cette vidéo est vraie ou non. On peut se rappeler le cas de Luca Rocco Magnotta qui avait filmé justement son acte barbare en 2012 et qui l'avait déposé sur le site bestgore.com. Et les gens aussi se questionnaient au départ à savoir si c'était vrai ou faux. On connaît la suite dans ce cas-ci. On revient à notre vidéo. Rapidement, les internautes trouvent la provenance. Cette vidéo est en fait une pièce à conviction d'un procès qui s'est tenu en Ukraine quelques mois plus tôt et qui s'est échappé sur le web. C'est le dossier du meurtre de l'Ukrainien Sergei Yatsenko. Cette vidéo est en fait une pièce à conviction d'un procès qui s'est tenu en Ukraine quelques mois plus tôt et qui s'est échappé sur le web. Cette preuve a été présentée en cours le 29 octobre, soit un peu plus d'un mois plus tôt. Cependant, on y apprend que le cas de Sergei n'est pas la seule victime de meurtre du procès, mais plutôt un cas parmi 21 personnes qui ont été assassinées par les deux mêmes tueurs et parfois même accompagnés de leur ami complice. Ils ont aussi attaqué sauvagement 8 autres personnes qui ont survécu. Le carnage, écoutez ça, le carnage s'est déroulé sur une période de seulement 3 semaines, soit du 25 juin 2007 au 16 juillet 2007. Ça fait à peu près un meurtre par jour en moyenne, ça. Incroyable. Mais qui sont ces monstres? Ces 3 garçons. Ce sont 3 garçons qui sont assez timides, peu sociables et peu intéressés par l'école, sauf pour ce qui est de la bagarre ou de vandaliser l'école ou les trains en leur lançant des pierres qui circulaient pas loin. Je vous les présente, encore une fois, pardonnez ma prononciation de nom russe. Alexander Ania, c'est le plus sensible des 3. Il a une phobie du sang. Il avait même constamment peur que son chat le griffe et qu'il y ait du sang. Les 2 autres, Viktor Sayenko et Igor Supruniuk. Les 2 autres, Viktor Sayenko et Igor Supruniuk, eux, ils ont plutôt un tempérament assez différent face à leur peur et à leur phobie. Par exemple, pour apprivoiser leur peur du vide, ils avaient le vertige, les 2 garçons, ils ont décidé de s'accrocher durant de longues heures à la balustrade d'un balcon au 14e étage d'un immeuble pour se désensibiliser de leur peur du vide. Assez incroyable.
Ils ont aussi un peu le même pattern que Luca Rocco Magnotta. Les trois aimaient beaucoup s'attaquer aux animaux. Ils les pendaient à des arbres, les éviscéraient. Quand ils faisaient cela, ils laissaient toujours une signature et ils dessinaient la moustache d'Hitler sur l'animal avec son propre sang. Et ils se prenaient en selfie avec les cadavres. Ça vous donne un peu une idée du genre de personnes à qui on a affaire. Revenons aux homicides qui ont été exposés durant le procès. Je vous rappelle qu'il y en a eu 21. La malchance est tombée sur la première victime de cette série de meurtres le 25 janvier 2007. Une femme de 33 ans est assassinée en rentrant chez elle après avoir passé la soirée chez un ami. Le corps sera retrouvé dans la nuit à 5 heures du matin. Victor conduisait et Igor portait un marteau sur lui. Il lui asséna un coup mortel à la tête. Alexander quitta dès le premier assaut. C'était trop hardcore pour lui. Je vous rappelle qu'il a peur, très peur du sang. 1 heure après le premier meurtre au marteau sur la femme, il cible un itinérant qui dormait sur un banc non loin de la première scène de crime. Ils l'ont tellement défiguré qu'il était méconnaissable. Après une pause de quelques jours, Victor et Igor recommencent dans la nuit du 6 juillet et 3 autres personnes sont assassinées. La première, une recrue militaire récemment renvoyée de l'armée, elle sera matraquée en revenant dans la nuit d'un club. C'est sa mère qui découvrit le corps de sa fenêtre le lendemain matin. La deuxième victime, une garde de nuit de 28 ans, a été frappée elle aussi à coups de marteau jusqu'à sa mort. Elle transportait un sac de vêtements et ils ont eu l'odieux d'utiliser les vêtements pour nettoyer le marteau. Une autre victime le même soir, Valentina Enya, une femme mariée à un homme handicapé, trouvera le même sort que les 2 autres. Le jour suivant, soit le 7 juillet, 2 garçons de 14 ans d'un village voisin sont attaqués en plein jour pendant qu'ils pêchaient. Un des 2 est tué et l'autre a eu plus de chance et a réussi à s'enfuir. Ensuite, c'est au tour de la victime de la vidéo dont on vous parle depuis le début, Sergei Yatsenko, un homme de 48 ans qui est en arrêt de travail à cause d'une tumeur à la gorge et qui se promenait à scooter, tout bonnement, sur le long d'une route de campagne qui était bordée par une petite forêt. Nous sommes le 12 juillet. C'est l'été, il fait beau, la vie est belle pour Sergei, mais en plein jour, il est victime d'un guet-apens. Igor l'a battu à mort avec un marteau pendant que Victor capturait toute l'attaque et ses conséquences en vidéo. Le corps a été retrouvé 4 jours plus tard. L'état de son corps était tellement lamentable, un acte de barbarie inégalé, que l'identification a été difficile, dans ce cas-ci aussi, à confirmer. 12 autres meurtres ont suivi. Souvent, le corps était découvert dans la même journée. C'était pour la plupart des personnes vulnérables au moment de se faire attaquer. Des enfants, des itinérants, des personnes malades ou des personnes âgées, ou même des personnes ivres. La plupart des victimes ont été tuées par des objets tranchants, marteaux ou barres de fer. Le visage était toujours la cible principale. Dans les victimes, il y avait une femme enceinte qui a été retrouvée le fœtus sorti de son corps. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Il y en a une autre qui s'est fait arracher les yeux pendant qu'elle était encore vivante. Imaginez la souffrance. Fait à noter, aucun abus sexuel a été fait sur les corps des victimes. Ils ont même poussé l'audace de se rendre à certains des enterrements de leurs victimes, imaginez. De plus, ils ont conservé tous leurs effets personnels après les avoir tués. Je vous entends, là, la police, qu'est-ce qu'elle faisait pendant toutes ces semaines-là? En fait, la police enquête depuis le premier meurtre et met les bouchées doubles pour arrêter le carnage, mais l'enquête piétine malgré des dizaines de témoignages. Elle met alors plus de 2000 policiers sur le dossier, imaginez. Étrangement, à ce moment-là, la presse ne s'était toujours pas emparée de l'histoire et pratiquement aucun des meurtres n'a été médiatisé. Le 23 juillet 2007, soit environ une semaine après le dernier meurtre, pour se faire un peu d'argent, Igor tenta de vendre un téléphone volé à une des victimes dans un commerce de prêteurs sur gage, les pawn shops, comme on dit. Les autorités chargées de l'enquête surveillaient justement s'il n'y aurait pas de l'action en provenance des téléphones des victimes. Bonne nouvelle, en vendant le téléphone, bien sûr, l'acheteur l'a ouvert pour vérifier s'il fonctionnait. La police a automatiquement géolocalisé la position du téléphone très rapidement. Igor et Victor sont alors arrêtés tout près de la caisse du commerce en question. Alexander est arrêté chez lui après avoir réussi à faire disparaître dans les toilettes les téléphones cellulaires des victimes qu'il avait en sa possession. Les téléphones ont par la suite été retrouvés, mais toutes les informations qu'ils contenaient avaient été perdues à cause de l'eau. Je vous rappelle qu'on est en 2007, les téléphones hydrofuges n'existaient pratiquement pas. Les 3 jeunes hommes furent accusés d'être impliqués dans 29 incidents distincts, dont 21 meurtres et 8 attaques auxquels les victimes survécurent. Ils sont parmi les pires tueurs en série dans l'histoire de l'Ukraine et ont été dénommés dans la presse les maniaques de Dniepropetrovsk. Pardonnez-moi encore une fois mon russe.
Le 11 février 2009, les deux accusés ont été reconnus coupables des 21 meurtres. Igor et Victor ont été condamnés à l'emprisonnement à perpétuité et Alexander à 9 ans de prison, plus pour vol, en fait, étant donné qu'il n'a pas participé directement au meurtre. Je vous rappelle que la peine de mort a été abolie en Ukraine au début des années 2000. Au moment du procès, vers la fin 2008, Igor revient sur ses aveux de culpabilité et son avocat, qui est son père, tente une défense sur certaines erreurs de procédure dans l'enquête et tente même de faire accuser une autre personne. Mais son stratagème n'a pas fonctionné. La couronne qui possédait 300 photos et 2 vidéos de meurtre comme preuve, et les gars se montraient toujours la face dans leurs vidéos, donc assez difficile de nier la chose. Voilà, c'était l'horrible cas des meurtriers d'Ukraine. Venez en discuter sur le groupe si ça vous tente. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas que vous pouvez nous offrir une bonne petite tournée de bière. On a toujours bien soif. Chers distordus, merci de votre écoute. On se retrouve sous peu. Bye bye.